le Hamas compte beaucoup, par exemple, sur l'opinion internationale, qui, on l'a vu, dans les pays occidentaux, lui offre un véritable soutien. Dans les universités en France, le Hamas joue d'un soutien explicite désormais, puisqu'on acclame le 7 octobre, etc. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Amar, journaliste et observateur attentif de la société israélienne. Avec lui, on va tenter de comprendre les grands enjeux de cette période entre la situation à Gaza, les tensions politiques internes et puis les débats aussi sur l'avenir du pays. Bonjour Stéphane, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors depuis plusieurs semaines déjà, le Hamas viole à répétition les termes du cessez-le-feu, provoque aussi Israël et joue cruellement avec les nerfs des familles d'otages en restituant les dépouilles au compte-gouttes. Face à cette situation, Israël se trouve un peu à la croisée des chemins. Comment réagir sans compromettre ni la sécurité ni les relations avec ses alliés et plus particulièrement avec les États-Unis? Et la première question que j'ai envie de vous poser, Stéphane, c'est est-ce que vous arrivez à comprendre et à nous expliquer surtout la véritable stratégie du Hamas aujourd'hui? Alors, en tout cas, je vais essayer. Alors, en ce qui concerne Israël, on a vu que ce sont souvent les mêmes séquences qui se répètent. Il y a une attaque du Hamas et Israël réplique, on pourrait dire peut-être au centuple, puisque lors de la dernière confrontation, il y a eu un soldat qui a été tué et environ une centaine de morts à Gaza. Donc, pour l'instant, la stratégie israélienne relève plus de la technique, c'est-à-dire de dissuader le Hamas de recommencer à viser les soldats en répliquant très très fort. Par contre, la nouveauté, c'est extrêmement intéressant cette fois-ci, c'est que le Qatar lui-même, qui était, on s'en souvient, qui est toujours d'ailleurs le sponsor du Hamas, a condamné le mouvement islamiste, a expliqué que c'est lui qui avait violé cessez-le-feu en premier, et d'une certaine manière a confirmé le narratif israélien, ce qui est de mon point de vue un point extrêmement intéressant. Alors, quelle est la stratégie du Hamas? D'abord, il faut bien comprendre que cette restitution des 20 derniers otages relève presque du miracle, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ces pressions conjointes de Donald Trump et du Qatar sur le mouvement islamiste, probablement que les otages seraient encore dans les tunnels et pour très longtemps. Donc là, on voit bien que le mouvement est complètement sous pression de son ancien allié, du Qatar. Est-ce qu'on peut encore le qualifier d'allié? Je ne sais pas. Sans doute qu'il y a encore une forme de financement, mais c'est pas du tout ce qu'on a pu voir ces 15 dernières années. Et il y a, je pense, une véritable volonté des Américains d'aboutir à cette deuxième phase du plan qui est le désarmement. Donc pour l'instant, je dirais que le Hamas, son principal souci, c'est de survivre. Et comment est-ce qu'il peut survivre? Eh bien, il faut qu'il montre aux Palestiniens qu'il est une forme de résistance. Il faut bien voir que du côté palestinien, ce qui s'est passé lors de la libération des 20 derniers otages en octobre dernier, enfin le 13 octobre, c'est une victoire. Parce que d'abord le Hamas a résisté à Israël durant 2 ans, n'a pas rendu les armes, n'a pas capitulé. Et ensuite, il a obtenu en échange 2000 prisonniers palestiniens, en plus de tout ce qu'il avait obtenu auparavant. Et c'est donc le dernier mouvement de résistance, quelque part, du point de vue palestinien, puisque le Fatah de Mahmoud Abbas est engagé dans une coopération avec Israël. Même si c'était bien sûr une coopération pleine et entière, c'est une forme de coopération. Et là, on a un mouvement qui, d'une certaine manière, relève le gant et continue d'affronter Israël, même le plus faiblement. Donc, tant que le Hamas continue d'affronter Israël, même à faible intensité, il existe. Quand il cessera d'affronter Israël, il perdra sa raison même d'être, qui est la destruction d'Israël. En gros, ce que le Hamas veut faire aujourd'hui, c'est surtout gagner du temps pour, comme vous le dites, résister et continuer à exister en fait. Absolument, absolument. Laisser passer l'orage d'une certaine manière, faire le dos rond, jusqu'à ce que le contexte géopolitique évolue. Le Hamas compte beaucoup, par exemple, sur l'opinion internationale, qui, on l'a vu, dans les pays occidentaux, lui offre un véritable soutien. Dans les universités en France, le Hamas joue d'un soutien explicite désormais, puisqu'on acclame le 7 octobre, etc. Aux États-Unis, c'est la même chose. Il y a toute une partie de la classe politique aux États-Unis, on l'a vu avec le peut-être prochain maire de New York, et également en France avec LFI, qui plus ou moins ouvertement soutient également le Hamas. Donc oui, le Hamas veut durer et il veut continuer à exercer son pouvoir sur la bande de Gaza. Et pour exercer son pouvoir sur la bande de Gaza, il faut qu'il reste un groupe armé qui continue d'affronter Israël. Parce que si on passe à la deuxième étape qui est prévue par le plan Trump,
On parle là que le Hamas rende les armes et qu'il disparaisse pratiquement de la bande de Gaza. C'est quelque chose que vous voyez qui est possible dans les prochains mois? Alors, d'abord, moi, je dois reconnaître que j'ai été étonné de voir que le Hamas avait signé cet accord. Et on voit bien que là, encore une fois, c'est parce qu'il y avait des pressions extrêmement fortes et que quelque part, il n'avait plus le choix. Il n'a pas fait pour des raisons militaires, il l'a fait pour des raisons diplomatiques. Donc oui, il est certain que maintenant, le Hamas va essayer de durer le plus possible et d'éviter le passage à cette phase 2 qui prévoit son désarmement. Mais on voit mal actuellement quelle forme pourrait prendre ce désarmement. Alors, sporadiquement, on voit que certains Palestiniens armés rendent leurs armes, mais il faudrait que ça se passe à grande échelle parce qu'il y a des dizaines de milliers d'armes à Gaza qui peuvent être dissimulées un petit peu n'importe où. C'est très difficile de les trouver. Donc, il faudrait soit que le Qatar passe à la vitesse supérieure, exerce encore plus de pression sur le Hamas, mais sans cela, je ne vois pas comment ce désarmement pourrait avoir lieu. On voit qu'il y a une certaine tension, en fait, au sein même du Hamas, entre le Qatar, on ne parle pas de l'Iran, mais visiblement aussi l'Iran a son mot à dire. La question est de savoir qui prend vraiment les décisions aujourd'hui à l'intérieur du Hamas. Alors, si vous voulez, la direction du Hamas a été très largement décapitée, mais on voit bien qu'à chaque fois, il y a des nouveaux leaders qui émergent. Mais effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement notable, c'est que malgré tous les coups que le Hamas a reçus durant ces 2 années, et y compris donc au plus haut niveau, avec son chef, Sinwar, son chef d'état-major, Mohamed Def, etc., qui ont été éliminés par l'armée israélienne, le Hamas subsiste. Pourquoi? Pour une raison très simple. D'abord parce que c'est un mouvement de masse. Il faut bien comprendre que ce n'est pas un mouvement extrémiste, le Hamas. Ce n'est pas un mouvement radical. C'est pas comme Daesh. Le Hamas, c'est un mouvement véritablement populaire, qui a une véritable assise populaire, qu'il conserve d'ailleurs. Beaucoup en Cisjordanie, un peu moins à Gaza à cause du niveau des destructions. Mais tout de même, il garde son assise populaire. Il faut savoir aussi, ça a été peu dit, que c'est un mouvement qui a une assise bourgeoise. C'est-à-dire que la plupart des cadres du Hamas sont des médecins, sont des professeurs, sont des hommes de droit, etc., etc. Ce qui est la logique même idéologique des frères musulmans, c'est-à-dire d'infiltrer au plus haut niveau toute la société. Et donc, on voit bien qu'on n'abat pas comme ça, d'une certaine manière, le Hamas, on ne l'abat pas militairement, on ne l'abat pas non plus politiquement, et qu'il faudra qu'il soit lâché par l'ensemble du monde arabe, à commencer par le Qatar, pour qu'il cède enfin. Et encore, il peut avoir, effectivement, avec l'Iran, qui est un mouvement chiite, mais très proche, un pays chiite, mais très proche des frères musulmans, il peut avoir encore une forme de soutien efficace. Alors, pour terminer sur le Hamas, lorsque une des missions, des buts de cette guerre, c'était vraiment éradiquer le Hamas, on ne peut pas dire qu'on y est arrivé aujourd'hui. Oui et non. D'abord, il y a une victoire extrêmement claire, encore une fois, c'est la restitution des otages, alors qui est effectivement due à l'entremise de Donald Trump, c'est évident, mais aussi, bien sûr, à la pression militaire qui avait été exercée pendant 2 ans par Israël. Donc, quelque part, ça, c'est un résultat tangible de l'offensive israélienne au lendemain du 7 octobre. Et effectivement, éradiquer le Hamas en tant que tel, c'est-à-dire que le Hamas fasse comme l'Allemagne nazie le 8 mai 1945, il y a peu de chances que ça arrive par la nature même de ce mouvement. Il faut d'ailleurs, par exemple, constater que Daesh n'a jamais réellement abdiqué et continue de subsister de ci, de là. Mais là, je dirais que sur le territoire de Gaza, d'une manière ou d'une autre, les jours du Hamas sont comptés. Combien de temps ça prendra? Est-ce qu'il faudra encore une offensive armée israélienne? Est-ce qu'il faudra, comme je disais, encore plus de pression du Qatar? Probablement oui. Alors justement, on va parler maintenant un peu d'Israël, de la position du gouvernement israélien, des choix du gouvernement israélien. Et justement, face à cette situation que vous avez décrite, quelles sont les options de Benjamin Netanyahou aujourd'hui? Est-ce que c'est de poursuivre la pression militaire ou peut-être de chercher une sortie ou une solution diplomatique? Alors, je pense que Benjamin Netanyahou est engagé dans un processus progressif. On le voit bien, par exemple, par le découpage géographique de la bande de Gaza, c'est-à-dire qu'Israël reste tout de même dans la moitié de la bande de Gaza, ce qui n'est pas rien. Et une des options les plus plausibles qui est envisagée, c'est que la reconstruction et la restructuration de l'appareil politique à Gaza commence déjà dans cette zone-là, qui est sous contrôle israélien, et progressivement que cette zone s'étende. D'ailleurs, elle a été étendue
dès après l'attaque du Hamas sur les soldats il y a 2 jours, que cette zone s'étende et que petit à petit, eh bien, toute la bande de Gaza devienne une forme de protectorat, israélien, ou protectorat américano-israélien, ou protectorat émirato-américano-israélien. Ça reste bien sûr à définir, mais je pense que c'est le plus plausible, c'est que petit à petit, des pans entiers de la bande de Gaza, en tout cas de ce qu'il en reste, parce que l'essentiel du bâti est désormais à terre, il faut considérer que c'est des destructions qui ont assez peu d'équivalent dans l'histoire humaine, dans l'histoire des guerres, et qu'on part quasiment de zéro. Dans certains quartiers, dans certaines villes comme Bet Hanoun, Shajaya, etc., il reste quasiment plus rien, donc il faudra tout rebâtir, et que cette reconstruction, eh bien, se fasse à partir d'endroits qui sont sous contrôle, en tout cas en partie d'Israël. C'est ce qui me semble le plus plausible. Est-ce que Israël est encore libre de ses décisions ou il dépend encore des Américains et du feu vert de Donald Trump? On l'a vu par rapport, bien sûr, à ce qui s'est passé avec cet accord. Absolument, et puis il y a ce fameux centre, Centum, à Kiryat Gat. Alors de mon point de vue, en tout cas dans une perspective historique, il est évident que Israël est un État de plus en plus souverain. Un État complètement souverain, ça n'existe pas, ou alors il faut être un empire comme les États-Unis. Et encore, les États-Unis aussi ont des dépendances. Il faut qu'ils composent avec leurs alliés, avec leurs approvisionnements en matières premières, etc. Mais je dirais que du point de vue de la souveraineté, si on compare par exemple à la guerre de Kippour en 1973, où les Israéliens ont été obligés proprement d'arrêter net leur offensive contre l'Égypte parce que les Américains menaçaient de ne plus fournir de munitions, on voit bien que là, on est dans un contexte complètement différent. D'abord, malgré tous les avertissements américains durant 2 ans, et surtout durant la présidence Biden, Israël a continué son offensive. On se souvient que par exemple, les Américains avaient demandé à Israël de ne pas entrer à Rafah. Les Israéliens sont rentrés à Rafah. Il y a toute une série de comme ça de décisions qui seraient la prise en défiant d'une certaine manière les Américains. Et ça, Donald Trump l'a très bien dit dans son discours à la Knesset. Il a dit que les négociations avec Israël, avec Benjamin Netanyahou, étaient parfois très dures. Et donc, cela veut dire que d'une certaine manière, alors je ne sais pas si on peut parler de partenaires d'égal à égal, mais oui, il y a une véritable forme de dialogue, je pense, entre la puissance américaine et la puissance israélienne, qui est une puissance moindre, mais qui est tout de même une puissance. Et surtout, Israël reste un élément clé pour Donald Trump, pour sa politique au Moyen-Orient. Il compte sur Israël pour poursuivre les accords d'Abraham. Et donc ça, c'est une carte qu'Israël va brandir à plusieurs reprises et qui permet aussi d'équilibrer les relations avec les Américains. Mais même si on voit ce qui s'est passé par rapport à la loi d'annexion de souveraineté sur la Judée-Samarie qui a été proposée, et Donald Trump a dit que non, il n'y aura pas cette loi, et on a vu que Benjamin Netanyahou a obéi en fin de compte, d'une certaine manière. Alors c'est très intéressant cette histoire d'annexion parce que effectivement Benjamin Netanyahou a fait mine d'obtempérer, mais l'annexion, si vous voulez, c'est un vague projet dont on voit très mal actuellement quelle forme il pourrait prendre, parce que si Israël devait annexer de jurés des pans entiers de la Cisjordanie, de la Judée-Samarie, il devrait en fait, peut-être même de Gaza, compter 2 ou 4 millions de Palestiniens en plus parmi ses citoyens. Donc on voit très mal comment Israël pourrait gérer un tel afflux de citoyens palestiniens dont la plupart, dans l'écrasante majorité, sont extrêmement hostiles à Israël et au principe même du sionisme. Donc il est évident que l'annexion n'est pas à l'ordre du jour. Donc c'est une concession, je dirais, qui ne coûte pas cher de la part de Benjamin Netanyahou. En revanche, ce dont les Américains n'ont pas parlé, et c'est comme ils disent eux l'éléphant dans la pièce, c'est de la colonisation. Et cette colonisation, elle avance à très grande vitesse. C'est assez spectaculaire. Je me suis rendu hier dans les territoires, vers Naplouse. C'est absolument fascinant de voir à quelle vitesse les routes notamment avancent, mais également les implantations qui s'étendent. Et ça, c'est absolument pas remis en cause par les Américains. Et c'est ça qui va conduire à l'annexion, à l'échéance de plusieurs décennies. Ce qu'on appelle une annexion naturelle. Une annexion naturelle, pratiquement. Absolument. Et celle-là n'est pas du tout remise en cause par les Américains. Donc ça va continuer. En tout cas, ce dont je suis convaincu, et je crois qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler, c'est que l'annexion est inéluctable dans la mesure où elle dépend directement de la croissance démographique israélienne. Plus les Israéliens sont nombreux, moins il y a de place, bien sûr, dans les frontières de 67, et donc plus ils ont besoin de cet espace vital, si vous me passez l'expression, dans ces arrière-cours des grandes agglomérations que sont... ces zones de Judée-Samarie, de Cisjordanie, autour d'Ariel, autour du Gush Etzion, de Pisgazev, etc. Et on a vu que même si cette loi n'est pas passée, les menaces de Ben Gvir et de Smotrich, en fait, n'ont pas été réalisées et qui sont toujours au gouvernement aujourd'hui.
Ils sont toujours au gouvernement parce que s'ils quittaient le gouvernement, probablement qu'ils auraient beaucoup moins d'influence qu'ils n'en ont maintenant. Je pense que c'est le calcul qu'ils font. Ils préfèrent que la mandature aille à son terme et qu'ils remettent leur mandat en jeu, car en un an, ils peuvent encore obtenir des résultats dans bien des domaines. Il faut comprendre que, notamment sur ce dossier de la colonisation, et pas seulement, le gouvernement a fait énormément de concessions à ces partis. C'est aussi vrai dans l'affaire de l'esplanade des mosquées, du mont du Temple, c'est aussi vrai dans les permis d'armes, etc. Donc je pense que ces deux partenaires de la coalition vont rester jusqu'au bout, j'en suis absolument convaincu. Et encore une fois, on voit bien que ce vote autour de l'annexion, c'est avant tout une proclamation, c'est une rotomonta d'une certaine manière. C'est pour dire, nous sommes partis pour l'annexion. Mais aucun parti, je dirais raisonnable, aucun parti de gouvernement ne pourra envisager concrètement d'annexer ces territoires au jour d'aujourd'hui. Une question aussi concernant la politique, avant de passer à un sujet plus général. Les élections doivent avoir lieu dans tout juste un an, puisqu'on est rentré dans l'année des élections. Vous pensez qu'elles auront lieu à terme ou elles vont être anticipées? On peut imaginer peut-être... Non, il n'y a aucune raison de les anticiper, encore une fois, parce que chaque partenaire, y compris les orthodoxes qui manifestent à Jérusalem, n'ont intérêt à ce que cette coalition soit rompue. Il n'est pas sûr que dans une autre configuration, il fasse partie d'un gouvernement. Même si Benyamin Netanyahou arrive en tête, ce qui semble être le cas pendant les sondages, il n'est pas du tout certain qu'il refasse une coalition avec les mêmes partenaires. Donc je pense, a priori, que cette coalition ira jusqu'à son terme. Alors, on va terminer par la société israélienne, puisque vous la connaissez bien et que vous l'observez, et puis plus particulièrement, vous l'observez depuis 2 ans, après le 7 octobre. Ça fait donc 2 ans. Société israélienne qui a passé beaucoup d'épreuves. Et on a vu donc maintenant le retour, en tout cas des otages vivants, une partie des dépouilles des otages. Il y a encore des otages, des corps d'otages dans la bande de Gaza. Comment vous jugez la société israélienne 2 ans après le 7 octobre? Mais si vous voulez, avant le 7 octobre, on était dans un contexte extrêmement difficile, extrêmement clivé, puisque le pays se déchirait autour de la réforme de la Cour suprême, et même au-delà, puisqu'il y avait eu ces fameuses images du jour de Kippour à Tel Aviv, où des laïcs et des religieux se déchiraient. Donc on peut dire que 2 ans plus tard, la société israélienne va mieux, en tout cas en termes de cohésion. La guerre, certainement, a renforcé la cohésion. On a vu aussi l'implication de tous les pans de la société dans cette guerre, hormis les orthodoxes, mais jusqu'aux Arabes qui ont participé, d'ailleurs qui ont sauvé. J'ai découvert assez récemment qu'il y a beaucoup de justes arabes le 7 octobre qui ont sauvé des juifs lors de ces massacres dans le pourtour de la bande de Gaza, en Israël, absolument. En Israël, absolument. Je parle des Bédouins, je parle de policiers arabes, etc. Ils ont aussi payé le prix du sang lors de la guerre. Il y a eu beaucoup de victimes qui étaient bédouines ou arabes sédentaires. Et donc je pense que cette guerre, d'une certaine manière, a renforcé la cohésion de la société israélienne. Sur les otages, je pense que le débat, la controverse n'a pas dépassé certaines limites et que finalement ce dénouement heureux, si on peut dire, a réconcilié tout le monde. On l'a vu par exemple avec Tzvika Amor, qui lui avait prôné d'éviter la négociation avec le Hamas et qui a pu revoir son fils vivant. Donc il y a quelque part, je dirais, un danger qui a été évité pour la société israélienne. Maintenant, elle reste traversée de débats. Mais je dirais que ce qui m'inquiéterait, oui, peut-être le plus, c'est l'attitude des orthodoxes par rapport à leur loyauté, par rapport à l'État d'Israël. Et ça, comment vous voyez que cela peut évoluer? Est-ce que vous voyez peut-être un changement dans la communauté orthodoxe, quelque chose qui se passe? Alors, individuellement, oui. Il y a des signes plutôt encourageants avec des orthodoxes qui décident finalement de rentrer à l'armée, de faire leur service militaire ou d'aller à l'université, de participer à la vie économique du pays au niveau de leurs compétences intellectuelles, je dirais. Mais je pense qu'il y a un vrai problème, et ça on l'a vu avec le grand rabbin, sur l'attitude des élites du monde orthodoxe, qui véritablement 75 ans, je pense, même plus, après la création de l'État d'Israël, a toujours du mal à considérer que c'est une réalité et que le peuple juif a opéré une mutation. Et c'est je dirais, une élite qui s'acharne à vivre dans un passé désormais assez lointain. Toujours optimiste pour l'avenir de la société israélienne, tout de même. Je dirais globalement oui, mais cette affaire des orthodoxes, de mon point de vue, représente un défi de taille.
Très bien, merci beaucoup en tout cas pour ces explications et pour cette analyse, Stéphane. Merci Olivier. Stéphane Amar, journaliste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.